était le meilleur ami de mon père, hein, donc il venait très régulièrement à la maison, dîner. On passait les vacances ensemble aussi. Il me promettait qu'il allait m'épouser. Voilà, il me dit, mais on va se marier quand tu seras grande, on se mariera quand tu seras grande. Et ben, du haut de mes 5 ans, je trouvais ça formidable et je trouvais que c'était un conte de fées et j'y croyais. Quelques années plus tard, Johnny s'est séparé de Nathalie Baye, donc il a débarqué à la maison chez mes parents. De ce qui devait durer quelques jours pour être chez des potes, pour se ressaisir un petit peu, ça a duré presque 1 an. Il est resté quasiment 1 an chez nous. Il y avait toujours cette promesse de mariage qui était toujours là. Puis les choses ont changé, s'est rapproché. Il y avait énormément de complicité pour la journée. Puis la relation c'est compliqué, c'est devenu plus secrète. Un jour j'ai eu 18 ans. Et bien ce jour-là, tout a changé parce qu'il a posé les yeux sur moi et il m'a dit « T'as 18 ans ?» Oui. Alors je vais t'épouser. Et ça nous semblait absolument évident puisque ça avait été la promesse de toujours. Et 1 an après, quasiment, on était... Alors, Gérard arrive en beau gosse, vous avez vu, avec le blouson à relever. Gérard, soyez le bienvenu sur le plateau de C'est que de la télé. Merci. Vous publiez aux éditions Nouveau Monde un livre qui fait beaucoup parler, beaucoup de bruit. Dealer du tout Paris, le fournisseur des stars parle. Et effectivement, il faut bien reconnaître, hein, vous balancez pas mal dans ce livre, et notamment des noms de stars. On va y revenir dans quelques instants avec nos chroniqueurs. Vous étiez surnommé le prince de la cocaïne. Vous étiez le fournisseur attitré du show business. Vous avez dit, parce que je vous ai longuement écouté dans différentes interviews et lu dans différentes interviews, et vous avez dit à France Inter avoir écrit ce livre il y a 10 ans déjà. Oui. Pourquoi le sortir aujourd'hui ? Ben parce que déjà, à l'époque où Johnny Hallyday était vivant, j'aurais pris toutes sortes de procès. Et j'ai attendu aussi que les 30 ans passent de... Prescription. De prescription. Voilà. D'accord, parce qu'effectivement... Sinon, je me serais pris des procès dans la tête. C'est ça, effectivement, parce que, comme je l'ai dit, vous donnez énormément de noms dans votre livre. Vous dites, moi, je dis tout sans phare. J'imaginais effectivement que le service juridique était passé par là, parce que il y a du procès. Donc là, comme il y a prescription sur quasiment toutes les affaires, voire toutes les affaires... Oui, tout s'est passé dans les années 80. On ne peut plus se retourner contre vous. Non, plus du tout. Et donc là, est-ce qu'il y a des choses d'ailleurs que vos avocats ou les avocats de la maison d'édition ont dit, là vous n'y allez pas? Ils m'ont enlevé un tiers du bouquin là. Ah oui, carrément, d'accord. Il y en a qui trempent en ce moment devant leur télé certainement. Oui, il y en a beaucoup, mais qui... alors justement, pas tranquille, je parlerai pas. Vous venez d'évoquer le nom de Johnny Hallyday, chanteur adoré des Français, et justement, Émilie a une question sur Johnny. Alors effectivement, vous balancez sur Johnny. Non, je balance pas, j'informe, c'est pas pareil. Vous informez, on va dire, sur Johnny. Est-ce que c'est pas un peu une façon de vous venger de lui, parce que à cause de ce qu'il a dit, en fait, expliquez pourquoi. Il m'a causé un grand tort. Moi, en fait, si j'ai parlé de Johnny, c'est pour faire savoir aux Français que Johnny était racketé par la mafia française, par mes associés, donc ils sont morts aujourd'hui. Pardonnez-moi, mais pour quelle raison la mafia a racketté Johnny? Parce qu'à cause de son homosexualité. Pardon. Johnny, de son homosexualité. Non mais alors d'abord ces propos n'appartiennent qu'à vous bien évidemment et donc non, il y a son petit amant qui vit toujours. Il s'appelle Philippe Carbone, il est toujours vivant. Ah mais vous savez que vous risquez un procès tout de même en disant ça. J'en ai faire de procès, mais j'en ai eu 18 dans ma vie, c'est pas un souci un procès. D'accord, très bien. Écoutez, j'avoue que je suis un peu. Ne m'attendez pas direct tout de suite comme ça. Donc vous êtes en train de me dire que la mafia a racketté Johnny en le menaçant de révéler une supposée homosexualité? Alors, il y avait des photos. Alors moi j'ai connu un garçon qui s'appelait Philippe Carbone, je l'ai connu au Maroc. Sa mère c'était Manouche, une gitane, elle avait un bar. Et son mari c'était Carbone, le plus grand gangster de France de tous les temps. Vous vous souvenez, après-guerre? D'accord. Lui était homosexuel, alors c'était une vraie petite folle. Mignon comme... Mais attention, on peut pas dire une petite folle. C'était une petite folle. Non mais là, on peut pas dire des choses comme ça. On peut pas dire. Voilà, c'était une personne qui avait une orientation sexuelle. Il était homosexuel. Ouais. Je parle pas de Johnny, je parle. Non mais j'entends bien, oui. Mais les propos, c'est pas très Ah mais c'est lui-même qui disait je suis une petite folle. Oh d'accord, très bien. Ok, d'accord. Ok, on avance, d'accord. Donc il a quitté Tanger et il est revenu 2 ou 3 ans plus tard. Il me dit il avait des montres Cartier, de l'argent plein les poches et tout. Je dis, qu'est-ce que t'as trouvé une mine d'or en France? Il me dit, oui, je suis avec un mec très connu, riche et tout. Il me donne tout ce que je veux et tout. Et j'ai insisté, je lui ai dit, c'est qui? Il m'a dit, c'est Johnny. Je dis, arrête tes conneries, c'est pas Johnny, qu'est-ce qu'il va foutre avec toi? Il me dit, bon, regarde ces photos. Et il me montre des photos, je le vois en train de coucher avec Johnny.
Et ces photos-là... Mais vous savez que ce que vous êtes en train de dire, alors d'abord ça n'appartient qu'à vous, et évidemment c'est vous qui le dites, mais vous savez que vous risquez éventuellement, pour le coup, vraiment un procès des descendants de Johnny et de la famille de Johnny. Mais on peut pas dire la vérité en France. Non mais des procès. D'accord, très bien. Attendez. Bon. Et donc j'explique que Johnny était racketé par la mafia française à cause de ces photos. D'accord. C'est simple. Et ils lui ont dit, bon, on a tes photos parce que faut pas oublier que Philippe Carbone, c'était quand même le fils du plus grand gangster. Et sa mère, elle connaissait tout le milieu français. D'accord. Donc quand elle a vu que son fils couchait avec Johnny, elle a dit, bon, on va s'arranger pour faire des photos. Et à partir de ces photos, ils l'ont racketté. C'est pour ça que Johnny pouvait pas payer ses impôts. D'accord, bon, bah, écoutez, ça c'est votre version en tout cas. Alors je vous avoue que je suis un peu scotchée là. D'habitude, je suis un peu comme ça, je tcha-tcha, et là, ça m'a assassiné. Mais on peut pas dire la vérité en France. Et un an après, quasiment, on était mariés. Johnny Hallyday lui-même, 25 ans après, nous explique dans un livre qu'une gamine de 14 ans, plus 15 ans, venait le chercher toutes les nuits pour jouer avec le feu qu'il était. Donc il fait référence à un passage précis où l'inverse se produisait en réalité. Johnny Hallyday, 43 ans, idole de tout un pays, face à une gamine de 14 ans. Le rapport de force était évidemment en sa faveur. Et donc, elle comprenait même pas la situation. À 14 ans, elle était une enfant. Donc voilà, Johnny Hallyday revient là-dessus. Donc la présidente a posé des questions à ma sœur et cliente sur cette intimité-là. Elle a répondu naturellement, honnêtement, et les faits sont sortis. Vous portez autour du cou un collier avec un petit diablotin. L'autre jour, vous avez dit que c'était parce que vous aimiez bien parler avec le diable. C'était une boutade. C'était une boutade ou... Non, pas du tout. C'est-à-dire? Non, je converse avec le diable tous les jours.